Saga présente Comment bien raconter des histoires, guide d'écriture pour un premier roman de Morgan Stankiewicz, lu par Catherine Pajon. L'autrice. Morgan est une autrice caméléon, incapable de s'attacher à un style ou à un univers. Elle papillonne d'ambiance en ambiance, d'époque en époque, portée au gré d'un imaginaire empreint de ténèbres, guidée par une muse noire qui ne lui laisse guère de répit. Certains thèmes se retrouvent cependant dans ses textes, comme le besoin de liberté, ainsi que la place du féminin, à tel point que les femmes prennent toujours le pas dans ses romans ou ses nouvelles. Au-delà de son rôle d'écrivaine, elle est également éditrice et a fondé Noir d'Absinthe en 2018, une maison d'édition à fleur de romantisme et d'onirisme qui s'abreuve à l'auge de la noirceur humaine. Avant-propos. Beaucoup de guides d'écriture vous donneront des astuces et des conseils pour vous lancer. Quel point de vue adopter? Quel temps pour la narration? Comment utiliser les 5 sens pour décrire des scènes? Qu'est-ce que la concordance des temps? Comment faire une fiche de personnage? Tout cela est important, j'en conviens, mais ce n'est pas ce qui nous intéressera le plus dans ce guide, et je me contenterai de donner les grandes lignes sur le sujet. Je préfère vous transmettre mon expérience personnelle sur le cœur de ce qu'est pour moi l'écriture, le partage d'émotions. Je vous proposerai ainsi de creuser en vous pour faire ressortir ce que vous souhaitez transmettre au public, avant même de réfléchir au comment. Je vous parlerai aussi des blocages, de ce qui empêche de terminer un premier roman et comment j'ai pu franchir ces obstacles. Tout ce qui se trouve dans ce guide provient de ma propre expérience, de mes choix, de mes erreurs et de mes réussites, ainsi que des différents échanges que j'ai pu avoir avec d'autres auteurs. Certains d'entre eux interviennent d'ailleurs dans ce guide afin de donner une vision complémentaire de leur art. En parallèle, et pour aller plus loin, je vous présenterai aussi, en fin d'ouvrage, une offre d'accompagnement littéraire au sein de Noir d'Absinthe, qui inclura des cours en ligne ainsi que du suivi en groupe et individualisé. Vous pouvez d'ores et déjà vous renseigner en suivant ce lien www.bit.ly/accompagnement-NDA. Présentation. Il existe pléthore de ressources à destination des jeunes auteurs, que ce soit en ligne ou dans d'autres guides d'écriture, parfois rédigés par de très grands noms comme Stephen King ou Orson Scott Card. Pourquoi ce guide alors? Tout d'abord, la plupart des conseils que vous trouverez proviennent de l'anglais et sont des traductions d'auteurs, souvent respectables, mais qui ne partagent ni votre culture ni votre langue. Parfois, ces conseils ne sont même pas adaptés à la littérature et nous viennent du cinéma hollywoodien. Je précise hollywoodien, car même au cinéma, ces règles ne sont pas universelles. On vous présentera ainsi le cheminement du héros, avec des étapes classiques qu'on vous suggère de bien respecter pour structurer votre histoire. On vous citera aussi Truby et ses règles du scénario. Ce sont des lectures intéressantes, oui, mais bien incomplètes, et qui ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Pour peu que vous tombiez dessus quand vous débutez, vous risquez de considérer comme complets et adaptés des conseils parcellaires prévus pour d'autres médias que le vôtre. On se trouve ainsi le plus souvent dans le scénario, et non dans le roman ou la nouvelle. Pourquoi? C'est simple. Le scénario est une matière vaguement enseignée en France et bien davantage dans les pays anglo-saxons où l'on considère, à l'inverse de la France, qu'écrire des histoires s'apprend. Dans les universités américaines, vous avez des cursus d'écriture créative, ce qui commence tout juste à se développer en France, où, pendant longtemps, et encore aujourd'hui par certains aspects, on a considéré que l'écriture était innée. On apprend à peindre, parce qu'il faut de la technique, à sculpter aussi, à photographier, à jouer d'un instrument, mais pas à écrire. Bien sûr, il y a les cours de français et les rédactions, mais passé le lycée, on entre uniquement dans l'analyse de texte. On décortique, mais on ne crée pas, ou si peu. Cependant, les jeunes auteurs d'aujourd'hui se renseignent, ils fouillent Internet, et c'est ainsi qu'ils trouvent des conseils venus d'outre-Atlantique, traduits à la volée et recopiés à droite à gauche. La plupart du temps, ce n'est ni adapté pour des auteurs francophones, ni pour de la littérature. Cela ne signifie pas qu'il n'y a aucune source digne d'intérêt sur Internet. Bien au contraire, mais il faut faire preuve de prudence,
vérifier si elles sont pertinentes et se renseigner sur leurs auteurs. Voilà pourquoi j'écris ce guide. Ce sont les conseils que j'aurais aimé donner à la jeune moi avant de me lancer dans cette folle aventure qu'est l'écriture. Afin que vous puissiez mieux cerner qui je suis et quelle est mon expérience, ce qui vous sera utile pour rester critique, ce sera important de le rester et de toujours vous demander si ce que je vous explique vous parle ou non. Chaque expérience littéraire est différente, et même avec les amis auteurs dont je suis le plus proche, nous avons parfois des désaccords. Je me présente brièvement. J'ai une double expérience en tant qu'autrice et éditrice. Je n'ai pas encore publié de best-seller, et pour cause. En France, à moins d'écrire dans certains types de littérature et d'être mis en avant par certains éditeurs, les très gros, le best-seller est un mythe, une obscure légende dont tout le monde vous parlera. Un peu comme le monstre du Loch Ness. Petit aparté au sujet du best-seller. L'entourage a souvent le don de parler des rares auteurs qui ont eu un succès fou pour vous donner du courage. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai entendu « J.K. Rowling aussi s'est fait refuser par les éditeurs ». Dans un sens, c'est réconfortant. Si J.K. Rowling a galéré, peut-être que moi aussi je peux accéder à la célébrité et au triomphe. Oui, mais non. C'est un cas comme il y en a un par génération, peut-être deux. Les auteurs comme Rowling restent des exceptions, des accidents, des raretés. Vous avez autant de chances de gagner le gros lot au loto que d'être la prochaine Rowling. Et ça vaut pour moi aussi. Ainsi, ce livre ne saurait vous promettre le succès et la gloire. Nous sommes des auteurs et lorsque nous lançons un livre, la plupart du temps, il s'agit d'une petite soirée dédicace dans un bar qu'on connaît, avec quelques copains. Pas les paillettes et le tapis rouge, à moins que son livre soit adapté au cinéma et projeté à Cannes. Ça peut arriver, bien sûr, mais gardons les pieds sur terre. Au moment où je rédige ces lignes, j'ai à mon actif un certain nombre de textes. 10 romans, dont 2 de fantaisie victorienne, 4 de fantaisie urbaine, 1 de SF horrifique, 1 d'érotique historique et 2 de romance. 5 nouvelles, dont une de dystopie noire, une de space peplum, 2 de fantastique et une de déco-punk. Un scénario de court-métrage horrifique. Un blog aussi, qui aurait bien besoin d'une réanimation cardiaque. Certains de ces textes ont été publiés par des maisons d'édition. D'autres l'ont été par la maison d'édition que j'ai créée ou en auto-édition. J'ai aussi remporté un prix littéraire pour mon premier roman, Isulka la mageresse, la pierre d'Isis. Il s'agit du Petit mot des libraires 2017, dans la catégorie Découverte imaginaire. Ce n'est pas le Goncourt, certes, mais encore une fois, je ne suis pas publiée chez Actes Sud ou Gallimard, et j'écris de la fantaisie. Voilà pour ce que j'ai réalisé en tant qu'autrice à ce jour. Je vous épargne les textes inachevés, les quantités de roleplay sur forum internet et les carnets noircis. Ce sont les textes finis qui comptent, ceux où le premier jet est clôturé et qui ont été corrigés. Tout le reste appartient au potentiel et non aux œuvres. Vous l'avez sans doute remarqué en lisant les genres de mes différents ouvrages. Je suis plutôt éclectique dans mes choix et je touche à des thématiques très différentes. Raconter les aventures d'un ex-militaire dans un Boston fascisant est très différent de l'histoire d'une mère de famille paisible victime d'une sextape remontant du fond des âges. Pourtant, et c'est ce que je m'efforcerai de partager avec vous dans ce guide, il y a beaucoup de similitudes d'un texte à l'autre, quel que soit le genre. À côté de l'écriture, je suis également éditrice depuis début 2018. J'ai fondé la maison d'édition Noir d'Absinthe, spécialisée dans les littératures de l'imaginaire, c'est-à-dire science-fiction, fantasy, fantastique et horreur, qui propose déjà une quinzaine d'ouvrages. L'un d'entre eux a remporté un prix littéraire, un autre a été finaliste, et j'espère que prochainement, d'autres romans seront récompensés. Dans mon métier d'éditrice, je dois notamment déceler les textes susceptibles d'être publiés parmi les dizaines que nous recevons. Je m'entoure d'un comité de lecture pour cette sélection, souvent drastique, mais aucun texte n'est publié sans que je l'ai lu et accepté personnellement. Il me faut donc juger le potentiel des manuscrits que nous souhaitons publier. C'est bien entendu subjectif. Un éditeur ne choisit pas les textes dont il est sûr qu'ils vont marcher et plaire au plus grand nombre, mais ceux auxquels il croit. Il peut lui arriver de se planter, de passer à côté d'un roman qui aurait eu du succès, car il n'est pas convaincu. Je m'occupe aussi de la plupart des corrections éditoriales.
Par ce terme un peu abscon, j'entends que je relis les romans avec les auteurs et que je décortique le texte pour leur proposer des suggestions d'amélioration. Ce processus peut s'avérer long et douloureux, souvent même car il s'agit de pointer ce qui ne va pas, et même les meilleurs textes méritent un travail approfondi. Certains pourraient parfois être publiés tels quels, c'est vrai, mais il n'empêche que ma mission, celle que me confient mes auteurs, est de faire ressortir le meilleur de leurs œuvres, de les pousser dans leurs ultimes retranchements. Pour cela, il me faut parfois travailler sur le style, parfois sur l'intrigue, parfois sur les personnages, parfois sur l'univers. Je ne parle là que de l'aspect artistique du métier, mais je m'occupe aussi des contrats, des aspects commerciaux, de l'organisation de salons, de la relation avec l'imprimeur ou les différents prestataires, de la compta. Éditeur, c'est une sorte de chef de projet qui jongle entre les casquettes façon Charlie Chaplin. Voilà pourquoi aujourd'hui, je me permets de rédiger ce guide. Chaque expérience est unique, et j'espère que la mienne saura vous aider, ne serait-ce qu'un peu. Le cœur des histoires. Pourquoi écrire ? Pourquoi j'écris est une des questions que l'on m'a déjà posées plusieurs fois, pour laquelle je n'ai pas de réponse simple et unifiée. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons qui poussent un individu à prendre la plume pour poser des mots sur le papier, virtuel ou non. Répondre à cette question demande un peu d'introspection. L'exercice vaut le détour, et je vous le conseille, car savoir pourquoi vous permettra de relativiser les attentes, les craintes, et simplement de mieux vous connaître. Vivre des émotions. L'écriture représente pour moi un moyen de créer des histoires. Je n'ai pas ce respect total que certains vouent à la littérature, et il ne s'agit pas d'une passion absolue. L'écriture est pour moi un moyen comme un autre, mais un médium que je maîtrise, pour exercer ma vraie passion, créer des personnages et des intrigues. C'est pourquoi j'ai pratiqué durant des années le jeu de rôle ou vidéo, surtout narratif, sans écrire. J'aime le cinéma et les séries TV autant que les livres. C'est pour cela que j'apprécie le transmédia et que j'aimerais autant écrire des scénarios que des romans, nouvelles ou encore des jeux vidéo. Je ne pense pas être la seule dans ce cas, même si pour d'autres, c'est très différent. Nota bene. Certains écrivains éprouvent quant à eux un besoin viscéral d'écrire, et ce média est le plus important pour eux. Si c'est votre cas, vous le savez déjà sûrement. La question de pourquoi j'aime raconter des histoires est en revanche un peu plus complexe et ramène à un des fondamentaux de toute culture humaine. Pourquoi les individus racontent-ils des histoires ? Tout d'abord, je comprends pourquoi j'aime voir, lire, entendre ou jouer des histoires. C'est une question de ressenti, d'empathie. Je comparerais cela aux sensations fortes. Quel intérêt avons-nous à faire un saut en parachute ou à monter dans des montagnes russes ? Cela fait ressentir des sensations, des émotions, et l'émotion est la drogue de l'humanité. Ressentir quelque chose de fort, que ne donnerait-on pas pour cela ? Eh bien, vivre l'espace d'un instant, par procuration, la vie de quelqu'un dont les émotions sont violentes et intenses, voilà quelque chose qui importe et qui touche. Lorsque le héros risque sa vie, au bord du gouffre et du désespoir, mais qu'il trouve la force de lutter jusqu'au bout, c'est intense. Quand la jeune fille se trouve sur le pas de la porte du père disparu qu'elle vient enfin de retrouver, c'est intense. Quand l'héroïne se cache dans le placard, alors qu'un tueur sadique la cherche dans la chambre, c'est intense. Ce sont, selon moi, toutes ces émotions qui font que l'on aime tant les histoires. J'ajouterai à cela que les histoires sont nécessaires dans la construction de l'empathie. Elles permettent de se projeter dans la peau de quelqu'un d'autre, de comprendre ce que l'autre ressent. C'est pour cela qu'il est si important de lire et de faire lire des histoires aux enfants, car on leur apprend à être attentifs aux ressentis d'autrui. Tout ceci explique pourquoi nous aimons vivre des histoires. Mais que retire-t-on à en raconter soi-même ? Je vous livre mes propres réflexions qui n'engagent évidemment que moi. Lutter contre la frustration. Créer des personnages et une intrigue capable de faire ressentir des émotions est complexe. Il faut que le lecteur puisse s'identifier au personnage, et le lien empathique demande du travail, car un personnage creux ne procure que peu d'émotions. Nous reviendrons sur la notion de personnage plus tard. L'intrigue doit être crédible et immersive, sinon l'esprit du lecteur, spectateur, capte que ce qu'il lit n'est pas réel.
l'illusion se fissure et le plaisir diminue d'autant. Il y a ainsi une notion intéressante en fiction, celle de la suspension volontaire de l'incrédulité. Le principe est que le lecteur accepte de croire, le temps du récit, ce que l'auteur lui transmet, même s'il sait que c'est faux. L'auteur doit cependant s'assurer de rester crédible, sans quoi le lecteur risque de se lasser et de devenir critique. Exemple. Dans l'univers de Sorcières de chair de Sarah Bushman, des sorcières peuvent modifier les connexions neuronales des individus pour les faire agir à leur guise, le tout étant présenté de manière scientifique. En tant que lecteur, on sait pertinemment que ce que décrit Sarah est impossible, ce qui ne nous empêche pas d'accepter que, dans son univers et dans son texte, ça soit crédible. Il se crée ainsi une sorte de pacte entre l'autrice et le lecteur. Mais si, en cours de route, Sarah changeait les règles de son univers, le lecteur risquerait de se sentir floué et le pacte se trouverait irrémédiablement rompu. Il faut absolument rester crédible dans son texte et ne jamais tromper le lecteur sur la marchandise. Nous sommes là, auteurs et autrices, pour lui proposer un voyage imaginaire. Et, si nous changeons la destination en cours de route sans prévenir le lecteur, celui-ci se sentira inévitablement trahi et se désintéressera de la fiction qu'il a sous les yeux. Pour en revenir à nos attentes de lecteur, le langage doit être élégant et fluide. La beauté fait aussi ressentir des émotions, qu'elles soient naturelles ou artificielles. À l'écrit, plus la prose est belle, tout en restant accessible, plus grand est le plaisir. Cela ne signifie pas que la poésie est nécessaire à chaque phrase. On peut adopter un style très simple et dépouillé pour faire du beau, tandis qu'on peut rendre illisible un texte par un excès de jolies phrases, si celles-ci sont vides de sens. À noter que ce beau ne pourra jamais plaire à tout le monde, car l'esthétisme est éminemment subjectif. L'important, quand on écrit, est de tendre vers ce que l'on trouve beau soi-même, sans chercher à plaire à autrui. L'authenticité est primordiale. Pour faire une métaphore érotique de la lecture, le personnage, c'est le partenaire. Quand on tient à l'autre, l'acte amoureux prend une toute autre intensité. L'intrigue, c'est le contexte, le jeu, la technique, le passage à l'acte. S'il est répétitif, il lasse, et s'il est bâclé, il perd en intérêt. Enfin, la prose, c'est la vue, les sens, l'appréciation de la beauté, l'intérêt esthétique de l'acte. Raconter une histoire, et l'art en général, n'est pas si différent de l'acte amoureux. La finalité reste la même, l'intensité de l'émotion. Mais le problème des histoires racontées par d'autres, c'est qu'elles nous placent dans une situation de dépendance. Nous avons besoin que des artistes écrivent une histoire qui corresponde à nos attentes, ce qui arrive bien sûr, mais pas toujours, et de moins en moins souvent, à mesure que nos exigences augmentent. Ainsi, l'intrigue d'un roman me déçoit souvent parce que les personnages ne correspondent pas à ce que moi j'aurais fait. Je ne conteste pas la prose qui, souvent, me va tout à fait, mais même dans mes œuvres préférées, certains passages, certains détails m'ennuient. Puis, quand, enfin, je tombe sur un chef-d'œuvre, comme par exemple Vers de lierre de Louise Lebarre, celui-ci a inévitablement une fin. C'est comme un pot de Häagen-Dazs, c'est frustrant. Voilà pourquoi je raconte des histoires. C'est le seul moyen pour qu'elles correspondent à mes attentes, à ce que je recherche, en tout égoïsme. C'est très vrai avec le jeu de rôle, par exemple. Je crée des liens empathiques très forts avec les personnages que je joue en live pendant des dizaines d'heures. Pour reprendre ma métaphore douteuse, ce ne sont plus des partenaires d'un soir, mais des amants réguliers et passionnés. L'intrigue dépend d'autres personnes, joueurs ou maîtres du jeu, mais celle-ci est interactive. C'est aussi vrai avec l'écriture. Il s'agit du média où je me débrouille le mieux et, du coup, je peux développer, à l'écrit, les histoires que j'aimerais lire. Je ne suis plus dépendante d'autrui pour vivre des aventures et des émotions, car les personnages et les intrigues me correspondent parfaitement, ou presque. En revanche, les émotions sont moins vives, car le plaisir de la surprise et de la découverte disparaît au profit d'un contrôle de ma frustration. Sans compter que si j'estime ma plume honorable, elle ne me fait pas le même effet que celle des artistes que j'adore. Si on reste dans la métaphore, c'est la même différence qu'entre le sexe à deux et la masturbation. C'est plus intense quand ça vient de l'autre. J'ai cependant trouvé un moyen de profiter de mes textes comme si je les découvrais. Ma meilleure amie me les lit à voix haute, et c'est une expérience formidable. Ce n'est plus le roman que j'ai écrit,
mais une autre œuvre dont je peux profiter. Note. Ce qui est vrai pour moi ne l'est pas pour tous. Sarah Pintado, en relisant ce guide, m'a confié que les émotions sont beaucoup plus intenses quand elle écrit que quand elle lit. Elle est capable de passer des mois sans lire un seul roman, et même si cela peut lui manquer, cela ne l'empêche pas de vivre. En revanche, au bout de 2 mois sans écriture, elle est incapable d'arrêter d'écrire pendant 1 semaine, comme si elle avait été privée de nourriture ou de sommeil. Se faire lire. Écrire, c'est donner de l'émotion à l'inconnu qu'est le lecteur. C'est livrer ce qui nous fait vibrer et espérer que l'autre le reçoive, l'apprécie et vibre en symbiose. Certains auteurs ont peur de l'autre et préfèrent un comité restreint, voire inexistant. D'autres veulent à tout prix être lus, quitte à ne plus parler que de ça. Pour ma part, j'aime l'échange. C'est ainsi très agréable en salon d'échanger au sujet de mes histoires et de voir comment mes lectrices et rares lecteurs les reçoivent. C'est aussi vrai avec les retours en ligne, que ce soit des blogueuses ou des lectrices. C'est grisant et passionnant. Je me rends compte que j'écris beaucoup pour être lue et, en quelque sorte, offrir une expérience que je suis incapable de vivre pleinement moi-même avec mes histoires. Je vis par procuration ce que les lectrices ressentent en vivant elles-mêmes par procuration les vies de mes personnages. C'est une chaîne humaine de l'empathie, un échange permanent, et quelque part, si j'ai commencé à écrire par égoïsme, pour ne plus dépendre d'autres auteurs, j'écris maintenant beaucoup par altruisme, pour offrir des émotions à d'autres et partager ce qui m'est intime et me fait vibrer. Et vous, pourquoi écrivez-vous ou voulez-vous écrire ? C'est un bon moment pour faire une pause dans la lecture de ce guide et vous interroger sur ce que l'écriture représente pour vous, afin de faire le point sur vos attentes. Simplicité. Lorsque j'étais lycéenne, je me suis lancée dans mon premier cycle de fantasy. C'était une saga d'au moins plusieurs tomes, tant elle était dense, avec plusieurs pays en guerre, des factions à l'intérieur de ces pays et des personnages dégoulinants de charisme et de grandeur. Une tragédie digne de Shakespeare. Un monument que Tolkien aurait applaudi. Une fresque homérique. Ne cherchez pas sur Amazon, vous ne trouverez pas ce texte. Ce n'est pas tant qu'il n'a pas été publié, non. C'est plutôt qu'à part une carte moche et des chapitres maladroits, je n'en ai jamais rien fait. Je serais bien incapable aujourd'hui de vous raconter l'histoire. Ce livre avorton et avorté était un galimatia d'influences mal digérées, sans aucun intérêt, où je naviguais à vue sans aucune idée d'où j'allais, si ce n'était vers la grandeur et le succès. À vrai dire, j'ai commis l'erreur classique de l'écrivaillon qui se lance dans la fantaisie. J'aime les grandes fresques, alors j'ai cherché à écrire une grande fresque. Quelque part, c'est normal, on écrit ce que l'on aime, mais je n'étais pas du tout prête pour le travail que cela impliquait. J'étais jeune, flemmarde, et certaine que le talent seul me porterait. Je me suis lancée, la fleur au fusil, dans une tâche impossible, et qui demanderait des années à un grand écrivain. J'ai voulu avaler un bœuf, alors que je n'étais qu'une petite grenouille. Je n'ai même pas eu le temps d'éclater. Le bœuf en a eu marre, et il s'est tiré en me lançant un regard méprisant. Quelle leçon j'en ai tirée ? Aucune, bien sûr. Plus tard, vers 20 ans, je me suis lancée dans une autre fresque de fantaisie en reprenant un personnage que j'avais joué en jeu de rôle sur forum pendant quelques années. Je vous parle de cette activité très vite. J'ai écrit quelques scènes, surtout de combat, exercice pour lequel je ne suis pas mauvaise, mais qui saurait difficilement remplir un livre. J'ai été plus loin que lors de mon premier échec. J'ai dû écrire plusieurs dizaines de pages A4, et cette fois, il y avait un semblant de personnage, et surtout une ambiance, plutôt dark, ce qui me réussit plutôt bien aujourd'hui. Cela n'a pas suffi, loin de là. Je ne savais pas non plus ce que j'écrivais. Je voulais faire comme les grands, sans m'en donner les moyens, et j'ai abandonné. Abandonner un texte. Je pense que c'est l'un des points communs à la plupart des écrivains. Nous avons tous, ou presque, laissé des blessés sur le bord de la route. Des nouvelles inachevées, des romans avortés, des poèmes mutilés. Serait-ce un passage obligatoire pour l'auteur en devenir ? C'est très probable. En tout cas, il m'aura fallu une grosse dizaine d'années pour cerner le souci et me remettre à l'écriture après ces échecs. Je n'avais pas complètement arrêté d'écrire des histoires dans l'intervalle.
Celle-ci passait désormais par le jeu de rôle, un média différent de la littérature, mais qui m'a permis de continuer à raconter des histoires. Je vous laisse un chapitre au frais pour vous en parler plus en détail, car je pense que cela vous intéressera. Et donc, me demandez-vous, le souci avec mes premiers textes ? Le voilà. J'en faisais trop. Je voulais décrire un monde gigantesque et complexe, créer une intrigue sur plusieurs générations, avec des personnages multiples et charismatiques. C'est très difficile de mener tout ça de front, et très facile d'abandonner en route. Et que se passe-t-il quand on abandonne en cours de route ? On se dit qu'on n'est pas bon, que l'écriture n'est pas pour nous, qu'on ne sera jamais un vrai auteur. Mais vous savez quoi ? Il n'y a pas besoin de réécrire Le Seigneur des Anneaux pour être un écrivain. Si vous vous promenez dans une librairie, vous remarquerez que les romans sont souvent courts et, quand vous découvrez le résumé, il est souvent simple. C'est surtout vrai dans la littérature généraliste, qu'on appelle aussi la littérature blanche. Et ça signifie une chose. Votre premier roman n'a nul besoin d'être le plus grand, le plus flamboyant et le plus dense des romans. Vous n'avez pas besoin de produire un chef-d'œuvre. De toute façon, les chefs-d'œuvre ne sont jamais écrits par des auteurs persuadés qu'ils en écrivent un. En général, quand on leur dit qu'ils ont pondu une merveille, ces auteurs incroyables vous répondent ingénument « Ah bon ?» Pour en revenir à mon expérience, laissez-moi vous expliquer comment j'ai fait pour terminer mon premier roman. Tout a commencé en Australie, fin 2014. Avec ma fiancée, nous étions partis sur l'île aux kangourous, et aux araignées mortelles, aux serpents les plus venimeux du globe, aux requins, aux crocodiles de mer et même aux koalas, pour tenter de nous y installer. C'est ainsi que nous avons assisté à une soirée philo à Melbourne, sur le thème de « La mort et la transcendance ». Je vous jure que je n'invente rien. Hasard des choses, le monsieur qui animait le débat ce soir-là, Devon, nous a informé qu'il était auteur de SF. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.